devenez un adulte alors que vous avez 15 ans. Il y a eu beaucoup d'investissements pour une entreprise comme ça, à la création ou au fonctionnement. J'ai appris à déléguer et j'ai appris à pouvoir m'orienter plus facilement sur certains projets que d'autres. Il y a quelqu'un qui a un projet, tout de suite j'ai plein d'idées, j'ai envie de l'aider, j'ai envie d'améliorer les choses, j'ai envie de m'investir dedans. Bonjour Kevin, merci de me recevoir ici. Je vais te laisser te présenter. Donc nom, prénom, âge, tout simplement. Bah écoute, Kevin Dimunch, moi je suis, alors j'ai un parcours pas assez atypique, mais je suis rentré dans le sport assez tôt. J'ai eu la chance en fait de connaître le sport de compétition très tôt. Et puis à la suite de ça, j'ai intégré un centre de formation, donc j'ai connu vraiment tout cet esprit de compétition, cet esprit de challenge. Donc ça n'a pas forcément fonctionné. J'ai suivi un cursus linéaire en termes d'études, hein, bac plus 3, bac plus 5, dans le domaine sportif. J'ai monté une société par la suite de ça pendant mes études, donc, qui s'appelle Absolu Sport, et qui vient en fait en aide à toutes les entreprises qui souhaitent améliorer le bien-être et la performance de ses collaborateurs. D'accord, très bien. Donc actuellement, est-ce que c'est ce que tu fais ou tu as un petit peu changé de bord d'activité? Alors aujourd'hui c'est un petit peu plus complexe puisque j'ai deux activités on va dire. J'ai une activité chez Absolu Sport bien entendu où je reste le gérant majoritaire on va dire. Et à côté j'ai une activité où là je suis salarié. Hein, pour la simple et bonne raison, c'est qu'aujourd'hui à travers mon cursus personnel, ma vie perso, ma vie de famille, ça a été compliqué de poursuivre sur les deux et il m'a fallu trouver une certaine stabilité qu'aujourd'hui j'ai réussi à acquérir grâce notamment à cette autre activité de salarié. Ok. Donc à l'heure actuelle, tu as quand même un rapport assez proche avec le sport. Tu t'es pas éloigné de ça malgré que tu étais un Non, parce salarié maintenant. que en fait, ce qui s'est passé, c'est que je dévore les projets. Dès qu'il y a quelqu'un qui a un projet, tout de suite j'ai plein d'idées, j'ai envie de l'aider, j'ai envie d'améliorer les choses, j'ai envie de m'investir dedans. Et donc du coup, j'ai plusieurs casquettes, plusieurs petites activités. Donc chez Absolu Sport, bien entendu, j'ai cette activité de gérant où là, j'ai mis en place maintenant à travers, on va dire, une clientèle, je fais intervenir des coachs sportifs qui viennent faire des cours directement en entreprise. J'ai aussi à côté mis en place en fait toute une partie de commercialisation grâce à des structures déjà existantes qui me permettent en fait de vendre mes prestations en team building parce que chez Absolu Sport on fait aussi de l'événementiel. À côté de ça, je gère des groupes de réseau d'affaires en tant que directeur commercial très tôt le matin. À côté, je suis entraîneur de foot d'une équipe de Régional 1, donc au plus haut niveau régional, des équipes seniors. Et à côté, j'ai mon activité salariée. Donc, dans toute l'organisation, j'ai appris au fur et à mesure, hein, dans mon parcours, par force des choses et force d'événements personnels, j'ai appris à déléguer et j'ai appris à pouvoir m'orienter plus facilement sur certains projets que d'autres et surtout faire confiance à des ressources qui me permettent finalement d'aller plus loin avec toutes ces activités-là. Ouais, c'est intéressant. Tu l'as dit, tu fais plein de choses, entraîneur, moi je t'ai connu comme coach sportif, de l'événementiel sportif, t'es salarié aussi dans une assurance. C'est quoi le lien entre tout ça? C'est quoi ce qui te fait te lever le matin? C'est le lien entre tout ça, la connexion. Alors la connexion de tout ça, moi, ce que souvent je parlais d'introspection, on se dit mais je fais plein de choses et pourquoi je fais ça, pourquoi je fais ci, pourquoi j'ai été amené à aller dans ce domaine-là ou dans ce domaine-là. Et en fin de compte, c'est pour ça que j'ai été amené à déléguer plus. J'ai constaté une chose, c'est que le domaine qui relie un peu toutes ces activités, c'est davantage déjà le management. Hein, parce que je gère des groupes de réseau d'affaires où là j'ai un peu, on va dire, une casquette presque de directeur commercial où je manage des gens. Au foot, je manage une équipe. Chez Absolu Sport, je manage des auto-entrepreneurs qui viennent finalement réaliser des prestations pour le compte de l'entreprise. Et puis, dans mon autre activité de salarié, chez Generali, finalement, je fais de la vente, mais aussi également du management, parce qu'on doit être force de persuasion. Donc, on manage aussi ses clients. Donc là, il y a, en tout cas, dans toutes ces activités-là, je trouve que le management est la première chose qui ressort fortement. La deuxième chose, c'est bien entendu, c'est le goût du challenge, l'envie de devoir progresser.
et de réussir tout ce que je fais. Hein. Je m'engage dans quelque chose, j'ai envie d'aller au bout, j'ai envie de construire en tout cas le projet. Et puis après, la dernière des choses, c'est vraiment cet esprit de compétition, parce que, in fine, dans tout ce qu'on rejoint, tout ça, il y a quand même cette notion de performance. En tant qu'entraîneur, l'équipe, on a envie qu'elle soit le plus possible. Bien sûr. Chez Absolu Sport, on a envie que le chiffre d'affaires et le nombre de clients il augmente. Chez Generali, on a envie de voir aussi son portefeuille grossir et puis et bien entendu augmenter les chiffres. Donc voilà, il y a ces trois notions, le management, la compétition, le challenge et également aussi tout ce qui va toucher à la performance. D'accord, donc là on t'a vraiment bien présenté, on connaît un petit peu plus le personnage. Tu nous as parlé d'Absolute Sport. Ça a été créé quand, par qui, où? Alors ça a été créé, c'est marrant parce qu'on pourrait croire, j'aime bien raconter comme ça fait toujours un petit peu storytelling type un truc américain. Mais en fait ça a été créé sur les bancs de l'école. J'étais en master en deuxième année avec un autre étudiant. Puis on a commencé à discuter et en fait on a eu la chance et l'opportunité pendant nos deux dernières années de master, on a eu l'opportunité d'avoir d'avoir des situations fictifs réels d'entrepreneuriat. D'accord. Et en fait, on a mis notre idée en pratique. Okay. C'est-à-dire que pendant les semaines qui nous étaient dédiées, où on devait mettre en place tous les processus de l'entrepreneuriat, on s'est dit on va tester, puis on va lancer le truc. Okay. Puis en fait, la première année, on a eu une première semaine comme ça, la deuxième année aussi, puis il y a eu des petits challenges en fait, dans la promo. Chacun avait sa petite entreprise, puis on pitchait devant tout le monde, puis des choses qui ont commencé à me faire vibrer, quoi. Okay. Et puis c'est comme ça que ça a commencé, et puis ça s'est terminé en fait la dernière année de master, où on a planché notre sujet de mémoire sur notre entreprise. D'accord, donc ouais, vraiment toutes tes études ça a été basé là-dessus et ça t'a permis vraiment de mettre en application ce que vous appreniez ou ce que vous voyez en cours. Ça a permis en fait de me donner surtout des outils finalement dans la conception, dans la construction du projet. Puisqu'en fait, pour la simple et bonne on va dire, raison, c'est que derrière ce projet-là, on avait envie, nous, d'être un peu indépendants. Donc du coup, moi et mon associé, l'étudiant qui était avec moi, on avait déjà un petit peu cette indépendance, cette autonomie dans la vie de tous les jours, dans tout ce qu'on entreprenait. Et puis on s'est dit, pourquoi pas avoir des outils qui nous permettraient de structurer davantage ces idées pour pouvoir atteindre cette indépendance et cette autonomie-là. Si tu pouvais faire un saut très rapide de Absolute Sport, force, faiblesse, menace, opportunité, très rapide. Force, c'est le dynamisme que ça. Le dynamisme et surtout on va dire l'originalité qu'on peut dégager. Parce que quand vous allez en rendez-vous avec un chef d'entreprise et que vous lui dites que par l'intermédiaire d'un volet fluo ou de l'organisation d'un gros Koh-Lanta géant, vous allez créer du lien et augmenter la performance de son entreprise et que c'est mesuré, que c'est calculé et que vous pouvez l'aider là-dessus, c'est sûr qu'il faut un sacré cran et puis pas mal d'originalité. Donc ça, c'est la vraie force de l'entreprise aujourd'hui. La grosse faiblesse, je pense que c'est surtout déjà le contexte dans lequel on est actuellement, qui n'est pas forcément évident et propice. Et puis aujourd'hui, peut-être qu'on est un petit peu trop. Je vous parlerai ça au Canada, dans des pays anglo-saxons. C'est un mode de fonctionnement qui est déjà ancré dans les mœurs. Nous, on est encore un petit peu au début. Alors, je pense que ça va arriver de plus en plus. Mais on intégrera davantage ça. Donc la faiblesse, c'est à la fois le contexte, qui peut être aussi également une menace, parce que ça vient de l'extérieur. Mais en tout cas, c'est une des faiblesses. Puis après, c'est surtout le nombre de personnes dans lequel je suis actuellement. Aujourd'hui, on a une activité qui ne me permet pas d'embaucher, qui ne me permet pas d'avoir des salariés. Et donc, je pense que ça peut être une faiblesse, en tout cas, à la progression et à l'avancée de l'entreprise. En termes de menaces, c'est bien entendu c'est les concurrents, le contexte, les concurrents, parce qu'il y en a d'autres qui font aussi de l'événementiel. Vous êtes beaucoup sur ce marché-là, tu penses ? Il y a quand même pas mal de monde. Alors après, effectivement, sur Nancy, la Lorraine, il y a de grosses sociétés qui le font. Puis après, il y a toutes les entreprises parisiennes, notamment de grosses sociétés qui interviennent dans toute la France. Où là, effectivement, faut faire attention à bien tout protéger, bien cadenasser, parce qu'on est, dans l'événementiel, on est plusieurs à faire des choses peut-être identiques. C'est là où il faut tirer son épingle du jeu, où nous, on arrive des fois à le faire sur certains produits. Et surtout, derrière,
pouvoir rivaliser en termes de moyens, parce que organiser, je vous parlais d'un koh, mais organiser une activité koh avec des moyens réduits comme les nôtres ou comme celle d'une grosse société, c'est peut-être pas la même chose. Bien sûr. En tout cas là-dessus, je l'ai peut-être pas dit, mais on a une grosse force, c'est avec pas grand-chose, on arrive à faire des choses très, très bien. Donc, Tu penses que le sport, ça peut vraiment avoir vraiment des impacts positifs dans une entreprise? Peut-être que les autres entreprises concurrentes, elles le font pas forcément. Alors, il y a une étude qui a été menée, et ça a été tout l'objet de notre mémoire de fin d'études. Il y a une étude qui a été menée pour bien dire que plus une entreprise s'engageait de façon intense dans une activité et de façon forte en termes de fréquence et de régularité, automatiquement elle augmentait ses performances. Et en fait, c'est assez simple et c'est assez logique, puisque vous allez avoir des salariés, s'ils ont une activité quand même assez. Alors, quand on dit intense, c'est pas non plus se tuer à un niveau de compétition très haut, mais c'est quand même d'avoir une condition physique, on va dire, optimale, qui vous permet d'avoir le moins d'arrêt de travail. On est moins sujet aux maladies, on est moins sujet au mal de dos, au mal de genoux, tous ces rhumatismes qui viennent embêter un petit peu. Derrière, automatiquement, on sécrète des hormones qui nous permettent déjà d'être mentalement un petit peu plus positif, qui nous permet aussi d'être plus optimiste. Et donc, tous ces facteurs-là, mis les uns avec les autres, nous amènent à avoir des collaborateurs plus performants. Et c'est pas pour rien que. Alors oui, il y a l'image qui vient dedans, mais c'est pas pour rien qu'il y a certaines entreprises qui ont un processus de recrutement qui prend ça en compte. D'accord. Et après, il y a d'autres entreprises qui souhaitent le mettre en place au sein de leurs locaux. Donc ça peut être des cibles faciles, entre guillemets, pour vous. Alors, ça, effectivement, ça peut l'être. Aujourd'hui, comme je disais, il y a juste le contexte. À Paris, c'est assez simple de faire comprendre que l'allée de couloir ou le commun peut devenir, si on met des tapis de sol par terre, peut devenir, entre guillemets, un lieu où on va faire de l'activité physique. Quand vous dégagez un petit peu plus en province, que vous élargissez un peu plus le champ, allez faire comprendre à quelqu'un qui a toujours eu en tête qu'un commun restait un commun, et qu'au demain on peut le transformer en salle de sport, c'est pas forcément évident. Donc c'est pour ça que on a beaucoup de chefs d'entreprise qui aujourd'hui souhaitent mettre en place des choses et puis délaisser, c'est-à-dire une salle de sport, et puis après on va laisser les collaborateurs aller dedans, mettre en place, on va payer l'abonnement, et puis on laissera les collaborateurs. Mais ce qu'il faut surtout comprendre, c'est que dans cette société de consommation, et puis surtout je ne vais pas dire d'attentiste, mais les gens, aujourd'hui, tout vient à eux. Donc il faut qu'il y ait quelque chose qui puisse les booster, qui vienne directement à eux, qui les mette en pratique. Et une salle de sport et un abonnement, vous avez toujours la personne qui est derrière, qui doit se motiver à y aller, qui va être peut-être le frein. Et c'est là où nous, on rentre en ligne de mire. On va pouvoir calculer un petit peu toute l'activité physique qui a été réalisée, avoir des données bien précises, et surtout, si moi je viens sur place, quand les collaborateurs me voient et prennent rendez-vous, automatiquement, ça les motive un peu plus, alors ça les oblige aussi un petit peu plus à y aller. En tout cas, je te remercie, tu as vraiment bien fait le tour de l'activité. Votre politique de prix, c'était quoi? Vendre plus cher que les concurrents, moins cher, vous servir de vos atouts que tu as cités juste avant pour vendre plus cher, ou c'était quoi votre politique de prix, globalement? La politique de prix, c'était surtout de se faire du pognon. Non, je rigole. En fait, la politique de prix, elle a été assez simple. On a essayé de se mettre par rapport au marché. On a regardé ce qui se faisait, notamment en région parisienne. On a regardé aussi également ce qui se faisait sur du coaching personnel, notamment sur tout le vecteur des cours en entreprise, sur le coaching entre midi et deux. Et après, sur tout ce qui a été événementiel, team building, ça a été assez simple. On a fixé un ordre de prix, on a fixé un cahier des charges. C'est-à-dire que dès l'instant qu'on sort de la région, il faut qu'il y ait tant de personnes, le prix sera de temps, et puis on met en place des partenariats avec des structures existantes qui, eux, vont commercialiser derrière. Et on n'a pas été regardé finalement, est-ce qu'eux vendent plus, est-ce qu'ils vendent moins. On s'est surtout dit, est-ce que nous, on va rentrer dans nos frais, est-ce que ça nous permet de dégager suffisamment de bénéfices aussi pour pouvoir derrière faire vivre l'entreprise et puis également nous rémunérer, parce que in fine, l'entreprise, c'est quand même fait pour ça, créer de l'emploi, mais aussi créer de la richesse. Il y a eu beaucoup d'investissements pour une entreprise comme ça, à la création ou au fonctionnement? Alors, tout le monde me dit, mais pourquoi tu as fait une SARL? Pourquoi tu as fait une SARL? Aujourd'hui, l'investissement, non, il n'est pas énorme, puisque le capital, vous pouvez le voir, les données sont mises sur Internet, il est de 5 000 euros. Donc, on n'a pas investi énormément de notre poche. C'est de la prestation de service,
qui dit prestation de service, si j'ai pas de locaux, si j'ai pas de matériel, etc., j'ai pas forcément beaucoup de frais. Et la SARL, si je fais pas, de toute façon, je ne sors pas de salaire et que je ne fais pas de chiffres, je n'ai pas grand-chose à payer. Oui, Donc automatiquement, c'est ce qui nous a permis, en tout cas, c'est ce qui nous a donné envie de se lancer dans une structure, on va dire, un peu plus cadrée et normée que de l'auto-entreprise. la question qui fâche un petit peu maintenant, le chiffre d'affaires depuis la création par année environ, ça monte à combien? Est-ce que c'est parti très, très vite avec une forte croissance ou alors c'est resté assez. Pour tout dire, ça a été de façon très progressive. Ça a été très lent. On a dû commencer, je pense, les premières années, on était aux alentours de 10, 12. À l'année, on peinait à avoir 2-3 contrats par-ci par-là. Mais j'ai envie de dire ce qui est normal, puisque je suis arrivé sur le marché, les entreprises ne me connaissaient pas, ne savaient pas qui j'étais. Aujourd'hui, ça fonctionne quand même beaucoup par le bouche à oreille, je connais lui, il a fait ça chez nous, il l'a fait comme ça. Donc, utiliser peut-être ses services, ça peut être sympa. Donc, on est rentré assez rapidement dans les réseaux pour essayer d'accélérer tout ça, notamment sur le chiffre d'affaires. Et là, avant 2021, mais fin 2019, on était plutôt sur de l'ordre d'un chiffre d'affaires aux alentours de 45-50 000. Et on avait surtout des clients références type Afflelou, type BetClick, voilà, toutes ces choses-là. Donc ça c'est vraiment des gros contrats qui font l'image de Absolute Sport finalement. C'est ce qui nous permet surtout de nous mettre un petit peu en avant aussi sur notre savoir-faire. Parce que quand vous avez 250 collaborateurs d'une entreprise comme BetClick qui sont satisfaits, contents du moment qu'ils ont passé toute l'après-midi, oui, c'est très gratifiant et ça nous permet derrière d'avoir suffisamment de grains à moudre pour pouvoir montrer nos arguments et puis aller prospecter. Tu parlais tout à l'heure du Koh-Lanta pour entreprise. Moi, c'est un projet que j'ai adoré. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ça rapidement? D'où est venue l'idée? Comment ça s'est passé? En fait, ça s'est passé... Il n'y a jamais eu de genèse sur le projet-là, parce que c'est une personne qui m'a contacté et qui m'a dit est-ce que vous êtes capable de faire des genres de choses type événementiel, team building? J'ai dit ok, pourquoi pas. Donc c'était exactement la CCI de Nancy. Et eux, ils m'ont dit parce qu'on a le président qui aimerait bien faire telle ou telle activité comme ci, comme ça. Puis en fait, en voyant les 2-3 activités qui m'ont parlé, je me suis dit je vais vous pondre à Koh-Lanta. Comment ça, vous allez pondre à Koh-Lanta? J'ai dit, je vais vous pondre à Koh-Lanta. Et en fait, c'est peut-être ça aussi la force de l'entrepreneuriat, c'est que j'ai dit oui à quelque chose que je n'avais jamais fait. Je ne savais pas comment j'allais le faire, je ne savais pas où j'allais mettre les pieds. Et pour autant, ça a démarré comme ça. On a démarré avec 12 épreuves. On a eu, alors je ne sais plus, peut-être une douzaine d'équipes de 6. On avait 90 personnes sur le champ de Mars. Et puis, l'année d'après, on est passé de 12 à quasiment 20 épreuves. On est passé à 18 équipes, la troisième année à 24 équipes. C'était une activité récurrente tous les ans. Jusqu'à finir avec BetClick, où là, on a fait 250 personnes. Donc là, il y avait, je ne pourrais plus vous dire exactement le nombre d'équipes, il y a des équipes de 10. La force de cette activité-là, c'est que les activités sont courtes. Ça rejoint un peu cette société de consommation où on utilise et on zappe rapidement. Ça permet aux moins sportifs, aux très sportifs, d'être en même temps sur une épreuve et de pouvoir se juger l'un par rapport à l'autre. Parce que les activités, ce sont des activités basées sur l'adresse, sur la réflexion, quelques-unes sur la force physique, mais très peu. Et puis après, la dernière des choses, ça nous permet aussi de faire fonctionner 2 personnes en même temps. On a eu des activités où il y a une personne qui tire un fil, l'autre personne qui tire un fil pour faire avancer une boule, par exemple. Donc là, on est obligé de collaborer. Et automatiquement, ces activités de collaboration, ces activités où on passe très peu de temps dessus, on rencontre tout le monde. C'était ça aussi la vraie force d'Absolute Sport, c'était dès l'instant que le client paye, il faut que tout le monde ait le même nombre de temps de jeu, le même nombre d'activités réalisées, que tout le monde puisse rencontrer tout le monde, qu'il y ait une vraie mixité, etc. Et cette activité-là, alors, elle s'est faite par hasard, et aujourd'hui, elle répond très fortement en fait, à la demande des collaborateurs en entreprise sur un séminaire. On a fait un petit peu de communication. Alors, j'en ai peut-être pas parlé tout à l'heure, mais ça peut être une des faiblesses aussi de l'entreprise, c'est qu'on n'a pas eu suffisamment de suivi dessus. Je pense que l'entreprise aurait mérité de faire davantage de vidéos et de suivre davantage, en tout cas,
tous les événements qu'on a réalisés. Tu penses que ça a été un frein pour trouver de nouveaux clients, ça? Non, parce que le client aujourd'hui, si vous prospectez et que vous allez démarcher, vous allez à la rencontre des gens, vous allez en trouver. Il n'y a pas besoin, certaines entreprises fonctionnent très bien sans page Facebook, sans page Instagram. Alors oui, c'est un plus, ça c'est indéniable aujourd'hui, puisque la communication passe essentiellement par là. Facebook, c'est plus lu que le journal aujourd'hui. Il touche beaucoup plus rapidement plus de monde. Pour autant, ce n'est pas ce qui va vous permettre d'aller dans l'acte de vente. L'acte de vente, c'est moi comment je le conçois, c'est vous, moi, physiquement, et on va discuter, on va mettre ça sur table et on va acter quelque chose. Et tu m'as dit tout à l'heure dans ta présentation que tu avais été un ancien sportif de haut niveau, passé par un centre de formation, etc. Les enseignements de ça, est-ce que ça t'a servi dans ta vie d'entrepreneur, dans ta vie de salarié aujourd'hui? Alors ça m'a servi et ça sert si et seulement si vous faites vraiment de la remise en question, vous faites de l'introspection. Et moi, ce que j'appelle de l'introspection positive. C'est-à-dire pas se dire pourquoi j'ai pas réussi, qu'est-ce qui s'est passé, mais essayer de comprendre finalement et dire ok, en quoi ça peut m'aider, en quoi finalement cette expérience-là va me permettre de faire mieux encore après, va me permettre peut-être de prendre confiance en moi en me disant j'ai quand même passé cette épreuve-là. Parce que, alors après, certains minimisent les choses, mais moi, quand à 15 ans, vous partez de chez vous, vous revoyez vos parents toutes les 6 semaines, vous devez vous organiser pour faire vos lessives, prendre le train, etc., vous devenez un adulte alors que vous avez 15 ans. Mmh. Et en fait, toutes ces choses-là, et notamment cette expérience, où j'ai été bien accompagné, notamment par tous les amis qui sont encore de très bons amis aujourd'hui, qui étaient avec moi dans la structure, en fait, elle m'a aidé à prendre conscience des faiblesses que j'avais eues, pourquoi ça n'avait pas marché, et comment je peux rectifier le tir. Et en fait, quand vous prenez conscience de ça et que vous vous dites « Ok, je vais essayer de faire différemment, je vais essayer de faire mieux, puis je vais peut-être passer au-dessus des peurs que j'avais, parce que j'avais peut-être la peur de réussir, peut-être la peur de ça, la peur de ci, et puis vous allez passer au-dessus. » Et moi, c'est comme ça que j'ai fonctionné, en tout cas pour aujourd'hui, que ça puisse m'aider au lieu de plutôt de me recroqueviller, on va dire, dans mon coin, pleurer sur mon sort, dire que c'est de la faute d'un tel, de la faute d'un tel. Non, ça, c'est pas ma façon de faire. Le seul regret que j'ai à me dire, c'est que si j'avais cette maturité-là bien avant, aujourd'hui, je pense que j'aurais fini professionnel. Ça, tout le monde le dit. Mais ça, je préfère dire ça, plutôt que dire que, comme tout le monde, j'ai les croisés. C'est sûr. Il est dur le retour au monde amateur, dit amateur, puisqu'il y a des structures qui sont quasi professionnelles dans le monde amateur. C'est très dur parce qu'en fait vous êtes chouchouté, vous êtes choyé pendant tout le temps que vous êtes en structure professionnelle, on vous donne tout, que vous jouiez pas, vous soyez blessé, etc. Quand vous revenez dans votre contexte familial, quand vous revenez comme moi je revenais sur Nancy, etc., on avait tendance aussi des fois à perdre la notion, à se mettre trop en avant, à dire oui, moi ci, moi ça. Et en fait, vous vous enfermez un petit peu dans une bulle, et quand vous revenez, vous pouvez manquer d'humilité. Et ça, je pense que c'est... en tout cas, si j'avais un message à passer à tous les jeunes qui sont en centre de formation et qui se font jeter, c'est rester humble, par contre travailler, parce qu'il y a des chemins de traverse qui vous permettent en tout cas d'avancer. Et surtout, et ça je le dis bien, ne jamais... prendre de haut un chemin de traverse qui pourrait s'offrir à vous. Toi, le déclic de se mettre en mode travailleur, tu l'as eu quand? Parce que je sais que moi, j'ai aussi joué dans un club professionnel, et ce déclic-là, je l'ai eu à la sortie de ce club professionnel. Est-ce que dans les clubs professionnels, il y a vraiment des travailleurs comme on le voit aujourd'hui? Comme on le voit aujourd'hui à la télé, les Cristiano Ronaldo, les gens alors c'est difficile à dire, parce que moi, je suis quand même, ça fait 15 ans que j'étais en centre, et il y a 15 ans, il n'y avait pas tous ces réseaux. Donc on n'avait pas conscience qu'il y avait autant de travail pour pouvoir arriver à ça. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, moi j'étais travailleur déjà avant. C'est-à-dire qu'en fait, j'avais tellement l'envie de rentrer dans un centre de formation que j'étais persuadé, quand on courait à l'entraînement, j'en faisais plus parce que j'étais persuadé que ça allait payer. Et je continuais à faire et à faire et à faire parce que je me dis, dans tous les cas, ça payera. Ça payera, ça payera, ça payera. Et le jour où j'ai eu la chance de rentrer dans ce centre, en fait, je me suis dit, mais tu vois, ce que tu as fait, ça a payé. Et le problème, c'est que je suis peut-être vu trop beau sur la comète.
J'ai eu aussi je me connaissais pas suffisamment, je pensais me connaître, mais je me connaissais pas suffisamment. J'ai eu un temps d'intégration, de bien s'imprégner du contexte, c'est-à-dire loin de la famille, etc. Finalement, je pensais que j'étais fort mentalement, mais c'était pas le cas. J'avais besoin d'expériences comme celle-ci pour pouvoir me rendre un petit peu plus fort. Et, euh, et donc, du coup, on a oublié un petit peu ça. Puis après, quand on en sort, ah oui, on est comment on est travailleur toujours, j'ai toujours été. Pour autant, il y avait un autre point sur lequel j'aurais dû travailler. J'aurais peut-être, s'il y avait une personne avec qui j'aurais pu échanger, qui aurait pu m'accompagner, ça aurait pu m'aider. C'est surtout de ne pas se mettre entre guillemets, de pression et de se dire ah si je rate ça, il va se passer une catastrophe. Non. Des erreurs, on en fait tous. J'en continuerai d'en faire dans ce que je vais entreprendre. Et c'est grâce à ces erreurs-là qu'on va s'améliorer. Cet esprit de travailleur, tu arrives à le transmettre aujourd'hui en tant que coach à des joueurs? Parce que maintenant, c'est difficile de faire travailler des jeunes joueurs. Tu le sais, je pense. J'ai, on essaye en tout cas de véhiculer ça à travers la communication verbale, corporelle, à travers les choses qu'on va leur dire, à travers les choses qu'on leur demande. Après, être coach, c'est quand même différent que quand on est joueur. Être coach, vos joueurs vous écouteront si et seulement si ce que vous leur demandez de faire et ce que vous leur dites se vérifie par le terrain. Et là, à ce moment-là, si ça, vous avez l'opportunité, hein, si un jour il y a des coachs s'il y a des gens qui veulent être coach, qui se lancent là-dedans, si vous arrivez à faire ça, automatiquement, les joueurs ils vont vous suivre. Et si les joueurs vous suivent, vous aurez beau leur faire des choses inadaptées, ils les feront, mais il y aura toujours du résultat parce qu'ils vont tellement être dans la croyance que pour eux, ça va se passer comme ça et ça se passera pas autrement. Transmettre ses envies, ses désirs, c'est ça être un manager pour toi? Ouais, je pense. Pour moi, c'est être un catalyseur. Un catalyseur, c'est-à-dire être là pour faire émerger finalement la personnalité, les forces qu'il y a dans chaque collaborateur qu'on a en face de nous, dans chaque joueur qu'on a en face de nous. C'est vraiment être le catalyseur pour faire émerger tout ça. Une citation qui te représente? Alors il y en a plusieurs, mais il y en a une qui me reste depuis, ça fait quasiment 12 ans, c'est ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Donc c'est vraiment pour dire que aujourd'hui, de toute façon, que vous ne posiez pas de questions, si vous y allez, vous foncez, je pense que vous arriverez à vos fins. C'est ce mot-là qu'il faut retenir de toi? Ta personnalité, c'est ça, tu penses? Ouais, peut-être, c'est que j'aime bien m'engager dans les choses sans trop me poser de questions. Alors après, je suis quand même un cérébral, je ne vais pas vous mentir non plus. Mais de plus en plus, l'entrepreneuriat m'a surtout appris à me dire lance-toi, oblige-toi, mets-toi dans une situation difficile, en difficulté, parce que c'est souvent, excusez-moi de la vulgarité que je vais utiliser, mais c'est souvent une fois qu'on est dans la merde qu'on se relève. Donc, c'est sûr, on peut finir là-dessus, je pense. En tout cas, je te remercie pour cet entretien. Plaisir. C'était vraiment plein d'enseignements et c'était dynamique. C'est vraiment, vraiment intéressant. Je suis content de t'avoir rencontré. Merci Valentin.